émotionnellement, il n'y a rien. L'aventure, si tu prends une histoire que tu insères des traumas, tu dois voir tout ce que ces traumas-là vont déclencher comme réaction en chaîne pour tes personnages, surtout les personnages principaux. C'est ça qui va étoffer leur caractère. Alors, 2025, c'est aussi une année où, honnêtement, il s'est passé pas mal de grâce côté lecture. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les 5 livres qui m'ont le plus fait perdre du temps et de l'argent en 2025. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drama et de trucs que je trouve fun. Et cette vidéo, c'est une vidéo pour vous parler de tout ce qui ne s'est pas bien passé en 2025 parce qu'il y a eu du positif, il y a eu du négatif aussi. Et dans le négatif, il y a eu des lectures vraiment qui m'ont fait énormément perdre du temps et qui m'ont vraiment fait perdre beaucoup de sous. Donc je suis là un peu pour me décharger de tout ces mauvaises énergies là que j'ai pu avoir en 2025. Et let's go pour que je vous parle de mes 5 pires lectures de 2025. Vous allez voir, je ne vais pas trop m'attarder sur les livres en question. J'ai pas envie de vous donner envie d'aller les lire. Donc, techniquement, voilà, j'en dis le moins possible. Je vous dirai juste que j'ai pas aimé. Et je vais essayer de glisser quelques raisons pourquoi j'ai pas apprécié cette lecture-là. Voilà. Et en 5e position, je mets le livre À l'ombre des magnolias de Fiona Hood Stewart, qui est une romance politique. Voilà. On est sur une édition Harlequin. Et je pense qu'en fait, il faut que j'arrête les éditions Harlequin parce que j'ai dépassé cette étape-là. J'ai besoin d'autre chose à part la romance à 90% dans une histoire de livre. Mais bon, dans ce livre, on est censé suivre la romance, en fait, d'une fille qui a grandi dans un univers politique. Son père était sénateur. Bref, elle a grandi dans ce genre d'ambiance et elle épouse quelqu'un qui veut l'utiliser comme accessoire pour sa campagne politique à lui aussi. Donc, elle est dans un bail comme ça. Elle hésite à divorcer parce qu'elle sent que le mec ne veut que l'utiliser. Mais bon, elle ne se lance pas. Elle est hésitante. Elle traîne du pied. Elle traîne beaucoup du pied, d'ailleurs. C'est un des propos qui m'a énormément agacée dans ce personnage-là. Et finalement, elle va fuir la ville où elle était, hein, dire à son mari « je veux plus de toi ». Enfin, elle le dit, mais elle le dit pas de manière très convaincante. Celui-ci va la suivre, bien entendu, mais elle va aller dans une ville où elle va rencontrer quelqu'un d'autre et elle va jeter son dévolu sur ce personnage-là, tout en ne sachant pas prendre des décisions jusqu'au bout du livre. Ce livre, qu'il est long. Il est trop long, ce livre. On voit le temps passer vraiment en ralenti, tellement il est lent et long. On se fait chier. L'héroïne n'est pas du tout agréable. On n'est pas sur un bail où on est là à apprécier l'héroïne et on voudrait qu'elle ait une fin heureuse, honnêtement. J'étais à la limite quand on me dit, mais honnêtement, faites une fin malheureuse. Comme ça, au moins, voilà, ça aura servi à quelque chose. Et ça aura le mérite, en fait, de me choquer, hein, de me faire ressentir quelque chose. Parce que clairement, ce livre, j'ai rien ressenti du début jusqu'à la fin. J'avais juste de l'ennui profond, voilà, qui me suivait tout le long. J'étais là en mode, mais quand est-ce que ce personnage féminin va avoir plus de caractère, en fait? On se fait chier à cause du personnage féminin qui n'a pas de caractère. Et c'est long. Et la romance prend du temps à s'installer. Elle prend du temps à prendre des décisions. Et tout est long. Et est-ce qu'on a besoin de 400 pages pour ça? En 4e position, j'ai mis La prophétie des vampires de Maggie et Shane, qui est une romance paranormale avec des histoires de vampires et de prophéties. Alors, ce livre, c'est une duologie. Ne vous inquiétez pas, le deuxième livre suit juste après. Ça vous dire à quel point c'était nul à chier. Sincèrement, alors, dans cette histoire, on est sur des frères jumeaux qui sont mi-hommes, mi-vampires. C'est-à-dire que, voilà, ils ont des aptitudes à pouvoir s'intégrer dans le monde humain et ils ont toutes les capacités qu'ont les vampires. Et dans ce premier tome, qui est celui du frère jumeau, en fait, on va nous raconter une histoire. Il y a une prophétie qui va peut-être sauver les vampires ou pas. Une archéologue qui est tombée sur cette prophétie-là. Donc, le frère jumeau là va la séquestrer le temps qu'elle décrypte en fait la prophétie et pour qu'il sache quoi en faire, typiquement. Et une romance va naître entre eux, je crois, oui, c'est ça. Une romance va naître entre eux, bien évidemment. Et honnêtement, alors, on est toujours dans une vibe où on est sur une romance qui n'a de but que d'être une romance. C'est un harlequin aussi. Et en fait, je trouvais que ça allait être particulier dans le sens où, en général, j'avais déjà beaucoup aimé la collection 6e sens de Harlequin. C'est une collection vraiment qui est focus sur tout ce qui est fantastique, créatures mythiques. Voilà. On va parler de vampires, de loups-garous, de fantômes et tout ça dans cette collection-là. Et jusqu'à présent, honnêtement, je ne m'étais vraiment jamais ennuyée à lire une de ces histoires-là parce que c'était vraiment une belle romance qui prenait le lead, effectivement, surtout dans l'histoire. Mais il y avait quand même la manière dont c'était raconté qui donnait envie, en fait, qu'on se dise, bah, il y a la légende des vampires derrière, il y a plein de magouilles, en fait, en général. Est-ce qu'on transforme l'humain en vampire? En fait, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose de manière générale qui font traîner l'histoire, qui lui donnent quand même un certain cachet, qui lui donnent un certain intérêt, finalement. Et je m'attendais quand même à ce que, voilà, je ressente ça à nouveau.
Ce qui n'a pas été le cas parce qu'honnêtement, la romance était quasiment inexistante. C'est vrai que je reprochais ça à l'autre livre, mais ce coup-ci, la romance était inexistante. On parlait effectivement de l'univers des vampires, mais c'était un univers des vampires qui était chiant. En fait, je me suis ennuyée parce qu'il y avait rien de wowesque. C'était plat. C'était des vampires qui se cachaient en plus. J'étais là en mode guys! Et ils ont créé tout un système où tu peux devenir vampire parce que tu as des gènes spécifiques. C'était même plus on te mord, tu deviens vampire. Non, il faut que tu aies des gènes spécifiques et tu as des organisations qui vont traquer les humains qui ont ces gènes-là. Et c'était là, je me disais, oh, 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 est-ce qu'on peut avoir des choses simples dans la vie? Et même si on essaie de mettre en avant cet élément-là, est-ce qu'on peut prendre le temps de bien développer pour que ce soit pas juste quelques phrases par-ci et par-là pour que nous on recoupe l'histoire et qu'on se dise ah c'était ça finalement leur propos par rapport au génome spécifique pour les vampires et tout ça. Bref, je me suis fait chier. Le frère jumeau a le mérite d'être quelqu'un qui reste vraiment droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Il m'a rappelé un peu Edward Cullen quand il est foncièrement bon et il est foncièrement gentil. Donc, en général, il prend des décisions qui sont assez intéressantes et il se remet en question constamment. Donc, voilà. On a l'autoflagellation qui marche très bien avec moi, de manière générale, qui a marché un peu là. Mais derrière, en fait, l'action, elle était quasi inexistante. On était vraiment plus des gens qui se cachaient. Les générations de vampires n'étaient pas très impressionnantes, alors qu'habituellement, c'est des choses qui te envoient l'effet waouh, tu es là, oh, intéressant. Mais c'était pas le cas. Et puis, j'étais là, je me disais, mais comment est-ce que ces deux-là se sont mis ensemble finalement? Je ne m'en rappelle même plus, c'est vous dire à quel point c'était sûrement arrivé à la dernière seconde, comme d'habitude. En troisième position, j'ai mis La Malédiction des Immortels de Maggie Shane. On est toujours dans la romance paranormale, vampire, créature mythique, prophétie. Et là, on va suivre la sœur jumelle, en fait, de l'histoire précédente, qui, du coup, elle, elle avait du potentiel. Dans le livre 1, je l'avais un peu admirée parce qu'elle représentait un caractère assez badass et j'avais hâte en fait de me plonger dans son histoire. Je me disais c'est clair, elle va dead ça, elle va trop faire ce qu'il faut en fait et on va trop apprécier l'action, ses décisions badass, ses prises d'initiative et tout ça. J'étais là pour ça jusqu'à ce que en fait son histoire ressemble en fait à une romance bête. Dès qu'elle tombe amoureuse, cette fille devient bête, vraiment, littéralement. Dans ce livre, elle est censée rattraper en fait une bourde que son frère a fait dans le livre passé, qui a déclenché l'inverse de ce que c'était censé faire, c'est-à-dire sauver les vampires. Donc, elle doit rattraper ça et essayer de tout faire pour que leur race de vampires ne puisse pas être exterminée. Et sa mission, je vous assure qu'à la moitié de son histoire, elle envoie limite Balek. Parce qu'elle est là en mode « Oh, il m'attire ce monsieur, je suis en osmose avec lui, c'est l'homme de ma vie. » Monsieur qui est censé détruire les vampires, hein, et qui n'est pas là pour revenir sur sa décision. Donc elle est là en train de dire « Oh, c'est l'amour de ma vie, pourquoi vous voulez que j'essaie de le détruire alors que... » Et j'étais là en mode « Madame, à un moment donné, là, quand on est badass jusqu'au bout. On est badass, on sait qu'on a des émotions, mais on se dit on a du travail à faire, on doit sauver. Sa communauté, on se ressaisit et on essaie de faire les choses proprement. On essaie de convaincre l'autre de changer peut-être, mais on n'est pas là en mode « Oh, je ne peux pas résister. Oh, Jésus. » Et j'étais là en mode « Oh, come on, girl. Come on. » Alors, en deuxième position, j'ai mis L'œuvre rouge de Raymond Gomans. C'est un livre qui raconte une suite de récits. Bref, c'est une aventure que va vivre des personnages de ce livre-là qui vont se retrouver à trouver un trésor qui est convoité par une secte qui est là pour récupérer le trésor, quitte à tuer tout le monde sur son passage. Et il y aura une histoire avec les Templiers qui vont se mêler à l'intrigue et tout ça. Bref, c'était quelque chose d'assez ambitieux sur le papier. Mais je trouve que ce que ça a donné dans la réalisation du livre, c'était quelque chose de très... c'est pas académique, c'est brouillon en fait. C'est très brouillon ce qui se passe dans ce livre. J'ai fini le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire en fait, l'auteur, en gros, parce qu'il y a plein de trucs bizarres qui, voilà, sont dans ce livre et j'ai toujours pas compris c'était quoi le propos à la fin de la journée. Parce que, d'une part, on a les Templiers, on a des courses-poursuites, on a des crimes, on a des gens qui tuent d'autres personnes et on a à côté des gens qui sont endeuillés, qui le lendemain font comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on ne vous montre pas le trauma que peuvent vivre les personnes qui ont subi des morts assez violentes de leur partenaire. On est là à vous montrer les gens comme si, ouais, on m'a pris 5 euros, c'est pas grave, je fais comme si de rien n'était. Et il y a plein d'incohérences comme ça, en fait, dans la manière dont le récit est fait. Il y a plein de détails superflus qui n'ont pas leur place là dans un livre de 250 pages, en fait. Il y avait une partie dans l'histoire où on parlait d'un repas.
On nous donnait le détail de tout ce qui s'est passé pendant le repas, jusqu'au mets qui a été servi, jusqu'au positionnement en fait de la vaisselle et tout ça. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi? Ça n'apporte rien à l'histoire en fait. Pourquoi détailler autant? Pourquoi aller dans autant de détails? Pourquoi aller détailler la prophétie des Templiers? Pourquoi détailler comment l'ordre marche si finalement on ne se confronte pas vraiment à l'ordre en tant que tel, mais à autre chose? À aucun moment tu ne peux t'attacher aux personnages de cette histoire parce qu'eux-mêmes ils ont l'air de ne pas s'attacher aux autres personnages qui font partie de leur vie. Donc à quel moment est-ce que tu te projettes pour t'attacher à ces personnages-là qui vivent des deuils, qui vivent des morts atroces, qui vivent voilà, des pertes incommensurables? On vous dit c'est incommensurable sur le papier, mais vous ne le sentez pas. Les personnes qui vivent ces crimes-là, ils ont l'air de s'emballer. Vous êtes là en mode, mais guys, à un moment donné, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse à l'impact de chaque trauma qu'on insère dans une histoire. Parce que si tu prends une histoire et que tu insères des traumas, tu dois voir tout ce que ces traumas-là vont déclencher comme réaction en chaîne pour tes personnages, surtout les personnages principaux. C'est ça qui va étoffer leur caractère. Émotionnellement, il n'y a rien. L'aventure, on a du mal à savoir dans quelle temporalité on est. Il y a des sauts de temps. Vous êtes là en mode, mais on est en quelle année? Combien de temps après ça? Combien de temps après ce fait? Combien de temps? Et le livre qui constitue la pire lecture que j'ai eue en 2025 est un livre qui m'a tellement énervée que je me suis dit... Bref. En fait, c'est un livre qui a été tellement hypé que je me disais, il n'a pas autant de bonnes étoiles pour rien. Bref, j'ai mis en position You are badass at making money, master the mindset of wealth de Jen Sincero. Et c'est un livre qui parle de santé financière, de finances et de développement personnel. Voilà. J'ai vraiment pensé quand j'achetais ce livre que je serais sur un livre qui va m'aider en fait à planifier mes finances, m'aider dans la manière dont il faudrait que je m'organise, développer des mécanismes en fait de réflexion autour de la manière dont on gère ses finances de manière saine. Et je m'attendais vraiment à un mélange de tout ça parce que le livre était super bien noté et les gens n'en disaient que du bien un peu partout. Donc je me suis dit, voilà, vas-y, tu essaies d'apprendre à mieux gérer tes finances, donc il faut commencer quelque part. T'aimes mieux le développement personnel, donc voilà, un développement personnel allié à la finance, plus axé sur la finance, c'est super bien pour démarrer et tout. Donc honnêtement, j'étais là à fond, je me disais, je ressors de ce livre avec plein de pistes, avec plein de scénarios en fait à dérouler pour que je puisse avoir une meilleure santé financière. Voilà, je m'attendais à ça et c'est absolument pas le cas, vraiment. L'autrice tourne en rond et redit les mêmes choses encore et encore. En fait, il n'y a aucun plan financier en tant que tel qui vous est vraiment mis en avant. Elle va juste... Je trouve que ce que les gens peut-être apprécier, c'est le fait qu'elle passe son temps à raconter des anecdotes de situations qui lui sont arrivées, de comment elle a pu s'en sortir. Et à chaque fois, j'étais là en train de me dire, mais tes anecdotes, elles sont hyper spécifiques en fait. Tout le monde n'est pas dans ce genre de position-là. J'ai eu un problème avec le fait qu'elle tourne en rond dans toutes ces anecdotes et c'est toujours la même chose sur laquelle elle revient. J'ai eu du mal avec le fait qu'elle ne détaille vraiment pas de plan spécifique. Si tu n'y connais rien en finance pour te lancer, il n'y a pas le b.a.-ba de t'expliquer c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Il n'y a pas toutes ces notions-là. C'est juste, elle est là à te dire, oui, moi j'ai fait de l'argent en faisant ceci, cela, cela. Et c'est des choses que toi, tu ne peux pas faire en fait. Parce que c'est des choses qui n'ont marché que à une époque où ça pouvait marcher. De nos jours, faire ça, ça ne marcherait absolument pas déjà. Et derrière aussi, elle était sur une vibe New Age où elle parlait du fait qu'il faut visualiser l'argent pour que ça vienne à toi. Genre, tu dois rester dans ton coin pour que l'argent vienne à toi. Et j'étais en mode, mais je suis tombée sur quoi? Pourquoi les gens donnent 4, 5 étoiles à ce livre en fait? Pour moi, ce livre est dangereux dans le sens où elle donne des exemples qui sont vraiment très, très bizarres. Surtout sur le développement en mode tu réfléchis au sous, tu penses au sous, ils vont venir vers toi. Elle a essayé d'appliquer ça aussi aux maladies en disant si tu es malade, tu dois penser au fait d'être guéri pour être guéri. J'étais en mode cœur. Et honnêtement, pour le prix auquel je l'ai acheté, je me suis dit putain, oh là là, le prix et le temps. Purée, ça m'a fait mal. Ça m'a fait trop mal. Et voilà comment j'ai passé les derniers moments pas trop sympas en 2025. Je le dis et je le redis, tout ça c'est que mon avis, c'est que mes impressions, c'est que mon ressenti pendant que je faisais ces lectures-là. Donc chacun est libre d'avoir des opinions divergentes. Et c'est la dernière vidéo des bilans en 2025. C'est des séries de vidéos qui me prennent du temps pour la préparation. Beaucoup d'énergie pour le montage et honnêtement, tellement de temps que je suis épuisée physiquement, intellectuellement, psychologiquement quand je finis ces séries de vidéos. Donc, je vais prendre une semaine et je reviens pour une prochaine vidéo le 20 février. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à dropper votre flop 5 livres de 2025.
Pour ma part, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.